Alors, le cloud français, européen, eh bien oui, ça existe. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont indépendantes totalement des géants américains ou asiatiques. Alors, ces protagonistes se sont rassemblés autour d'une alliance qui s'appelle Euclidia. On va voir ce que c'est exactement et quel est le but poursuivi. On en parle donc avec Stéphane Fermigier, fondateur et président d'Alibian. Président d'ailleurs, je vérifie, oui, président. d'Abilian, qui est un éditeur français de logiciels open source dans le domaine de la gestion d'informations d'entreprise et de la collaboration. Vous êtes aussi une personnalité du libre, je ne vais pas tout citer, mais vous êtes notamment le cofondateur et coprésident du Conseil national du logiciel libre et le porte-parole. L'un des porte-paroles. L'un des porte-paroles, donc, d'Euclidia. À vos côtés, Quentin Adam, cofondateur président de Clever Cloud, qui est un hébergeur cloud basé justement sur des technologies européennes. Donc, on peut dire un acteur et promoteur du cloud européen souverain. Et donc, vous êtes membre d'Euclidia. On va commencer ensemble, Stéphane, puisque vous êtes un peu à l'origine de toute cette initiative. Je sais même que c'est vous qui avez trouvé le nom d'Euclidia, European Cloud Industrial Alliance, c'est ça que ça veut dire, si on le détaille. Sur la question déjà de cette définition de la souveraineté, qui nous préoccupe à chaque fois que je reçois quelqu'un sur ce sujet, est-ce que selon vous, il s'agit donc d'une question d'indépendance numérique, et est-ce que vous êtes d'accord avec Cédrico qui a répété encore la souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme? Alors, la souveraineté, on peut utiliser aussi le mot autonomie stratégique, par exemple, c'est la capacité de prendre des décisions et d'agir dans le domaine du numérique. Donc là, avec Euclidia, on parle plus précisément des technologies cloud, qui sont évidemment l'un des éléments les plus importants à l'heure actuelle en termes aussi bien d'infrastructures que de logiciels. Et donc, cette souveraineté, ça veut dire être capable aussi bien d'avoir en Europe, puisque c'est probablement le périmètre le plus adapté pour parler de souveraineté à l'heure actuelle, et pour ce qui nous concerne nous, aussi bien le matériel, les réseaux, l'infrastructure, etc., mais aussi l'ensemble des logiciels. On parle de logiciels de type plateforme, donc d'infrastructure, ou de logiciels plus applicatifs, qui sont les applicatifs que les services cloud. Voilà, les entreprises ou les particuliers ont l'habitude d'utiliser, que ce soit pour la collaboration, par exemple, ou pour tous les réseaux sociaux, etc., etc. Donc la réponse n'est pas si claire, Stéphane. Ça veut dire que c'est un peu de protectionnisme ou pas du tout? Alors pour nous, pour moi en tout cas, le mot protectionnisme est banni. Il s'agit d'un nouveau débat qui dépasse simplement cette notion de est-ce qu'on protège ou pas. Il s'agit réellement de garder en Europe aussi bien des compétences humaines, des entreprises qui ont des capacités à agir et à travailler ensemble et à travailler avec les gouvernements, par exemple, ou à fournir des offres pertinentes. Donc ça fait un terrain sur lequel on peut commencer à discuter, donc, y compris avec le gouvernement français, puisque ce n'est pas... on présente parfois Euclidia, cette alliance d'opérateurs cloud européens, comme étant un anti-Gaia X. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est pensé. En revanche, c'est une réaction à une certaine doctrine aujourd'hui qui existe en France, qu'on connaît bien, mais qui existe même dans d'autres pays européens, qui est de dire finalement cette bataille du cloud sur les technologies, on l'a peut-être un peu perdue, donc pour aller vite, on va aller chercher chez ceux qui savent faire, les Américains ou les Asiatiques, et puis nous, on verra comment on arrive à mettre des règles en place pour s'y retrouver. Clever Cloud, c'est un contre-exemple, puisque c'est un opérateur cloud qui utilise des technos 100% européennes, vous confirmez ? Ah oui, complètement, oui. On est les éditeurs de notre propre technologie, tout à fait. Bon, donc vous êtes la preuve qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des opérateurs européens. Est-ce que vous avez des clients en France, en Europe, majeurs ? On a à peu près le quart du CAC 40 qui utilise du Clever Cloud. Et aujourd'hui, Clever Cloud, c'est des clients dans 120 pays dans le monde. Je pense que ce qui est important à comprendre sur cette histoire de « on a perdu la bataille », c'est que c'est pas vrai, en fait. Si on prend n'importe quelle étude aujourd'hui qui a été menée sur le marché du cloud computing, aujourd'hui, le marché du cloud computing va faire entre 25 et 30% de ce qu'il fera en 2028. Donc, en fait, c'est un marché qui est en essor monstrueux, et la bataille du cloud computing, elle n'a pas eu lieu
Par contre, si on veut être sûr de la perdre, on ne se pointe pas sur le terrain, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, je pense, c'est un gros travail de lobbying qui est fait par des acteurs monstrueux comme Microsoft, Google, Amazon, ou Alibaba, qui sont des... Ce sont les leaders mondiaux aujourd'hui ? Oui, enfin, ce sont des leaders mondiaux. C'est des entreprises qui ne respectent pas les paradigmes de la libre concurrence et qui sont des multirécidivistes du droit de la concurrence ou du droit de la vie privée, ou etc. Enfin, on serait dans n'importe quel autre marché, on ne parlerait plus avec ces gens-là. Ce sont des délinquants quand même. Quand on prend une amende à la semaine ou une amende au mois, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc, c'est des entreprises qui ont un profond mépris pour les règles de la libre concurrence. Et je pense que c'est un des points qui est important. Et je pense qu'une des règles à garder en tête, c'est que la plus mauvaise façon de faire du capitalisme, c'est les monopoles. Le monopole, c'est la plus mauvaise option. Vous pouvez avoir une économie administrée ou alors une économie capitaliste, mais enfin, le monopole, c'est probablement la plus mauvaise solution. Et je pense qu'au-delà de dire que la souveraineté, c'est du protectionnisme, la souveraineté, c'est juste la capacité à avoir un marché ouvert qui permette aux consommateurs d'avoir de nouvelles offres, de meilleures offres dans un marché multiple. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu cette guerre ? Non. Par contre, il y a une petite musique qui tend à nous la seriner qu'on l'a perdu, et ça, c'est pas vrai, par des choses extrêmement factuelles. Et effectivement, on a affaire à des entreprises monstrueuses en face, mais rien n'est impossible. Et ce serait terrible de dire qu'on l'a perdu, parce que ça ferait une société de résignés. Alors c'est là qu'intervient Euclidia, une association, une alliance qui a été fondée, dont l'un des objectifs principaux, c'est de mettre en valeur l'offre européenne, de faire comprendre qu'il existe en France et en Europe un grand nombre d'entreprises technologiques qui sont capables de fournir les services et qui sont même en avance. Alors un grand nombre, on va être plus précis que ça, il y a aujourd'hui combien ? 30 membres ? Il y a une trentaine de membres, oui. Ok. Sur potentiellement combien d'acteurs du cloud européen qui utilisent des technologies européennes ? En fait, on est encore en train de les recenser. On a même une mission qui a été donnée à l'un des membres de les recenser. C'est un peu compliqué parce que le cloud, je dirais que c'est plusieurs marchés. C'est une chaîne de valeur qui est assez large. Donc, au tout début, vous avez les parties très infra, qui est la chose à laquelle tout le monde pense immédiatement, mais qui est probablement pas le cœur du cloud. Ensuite, vous avez tous les logiciels d'infrastructure dont parlait Stéphane, les systèmes de plateforme qui permettent au cloud de fonctionner. Et pour la fin, vous avez les logiciels qui sont plus consumer, qui sont directement utilisés par des utilisateurs, où là c'est un peu plus large, mais on va dire qu'il y a des logiciels qui sont utilisés par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a des mails, tout le monde a du calendrier, tout le monde a du stockage de documents, des CRM, et là vous allez en face des offres d'Office 365, de Google Apps, de Salesforce, etc. Si on prend la totalité du spectre, c'est un petit peu comme quand on fait de l'industrie. L'industrie, en fait, si vous voulez, on assemble des pièces. Et ben, en tant qu'éditeur de logiciels cloud, à un moment, il y a aussi de l'assemblage de pièces, sauf qu'il y a certaines boîtes qui sont leurs propres équipementiers. Et ben, en fait, c'est un peu ça l'histoire. On a beaucoup de gens dans le cloud computing en Europe qui fournissent des pièces et il faut qu'on les assemble à plusieurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans Euclidia, c'est donner la possibilité à des agrégations industrielles de fonctionner. Mais ça ferait quoi ? Il y a combien ? Une centaine d'acteurs aujourd'hui ? Il y en a certainement plus de 100. Plus de 100 ? La première liste qu'on a, elle a déjà elle contient déjà plus d'une centaine de membres, enfin en tout cas d'acteurs. Après, voilà, il y a une étude qui va être menée et on verra bien quelles sont les pépites qu'on n'a pas encore complètement identifiées, mais qui seront mises en valeur par cette étude. Et justement, parce qu'on voit toute la complexité de qu'est-ce qu'un acteur cloud, infrastructure, les technos, les services, quelles sont les conditions aujourd'hui qui vous permettraient de dire c'est un membre potentiel d'Euclidia qui peut mettre en avant des technos européennes ? Alors ce qu'on a mis comme règle de gouvernance, et pour donner, je dirais peut-être une limite entre qui peut être membre d'Euclidia ou pas, par opposition aussi à certaines autres organisations qui ont eu tendance à laisser rentrer, je ne vais pas dire n'importe qui, mais en tout cas des gens qui ne sont pas clairement des acteurs européens. Donc il y a une condition de territorialité, avoir son siège en Europe et avoir des capitaux européens. Après, c'est faire du cloud et être acteur de sa propre technologie. Donc si on intègre des briques étrangères, on ne peut pas faire partie d'Euclidia ? Si on intègre des briques étrangères, uniquement des briques étrangères, pardon, là, effectivement, c'est pas le... Mais s'il y a une partie seulement, ça, c'est possible. Oui, parce que je pense par exemple à Scaleway, qui est un acteur français, qui fait partie encore, enfin en train de partir de Gaia X, mais qui était à la fois Euclidia et Gaia X, et qui utilise différents types de technologies. Ça, c'est compatible Euclidia.
Tout à fait. Oui, parce que Scaleway, ils ont leur propre technologie au final, leur orchestration, leur système de réseau, leur système d'accounting, tout leur système d'IAM, tout ça c'est du soft à eux. En fait, ils sont créateurs de leur technologie. Et après, oui, on intègre tous des briques qui ne sont pas nécessairement uniquement des briques françaises. La question est toujours, quelle est ta capacité à avoir un rapport de force acceptable avec ton fournisseur de briques qui fait que tu es capable de réagir. En fait, la question, elle est très simple. Donc c'est vraiment une question d'indépendance, de maîtrise. C'est une question de rapport de force, de la capacité à pouvoir effectivement être indépendant dans des prises de décision business, ce qui est hyper important pour un pays comme la France. Ça a des implications très concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, si les États-Unis décidaient de nous embarquer en guerre contre l'Irak, on pourrait dire non? Ça dépend de la volonté qu'ils ont de nous embarquer dedans. Demain, on arrête Google en France. Comment on fait, en fait? On n'est pas capable aujourd'hui de survivre à ça. Aujourd'hui, quand les États-Unis, unilatéralement par rapport à l'Europe, décident de poser un embargo sur l'Iran et que l'Europe n'a pas d'embargo sur l'Iran, les entreprises européennes ne vont pas vendre en Iran parce que sinon les États-Unis leur interdisent de faire du commerce au niveau du monde. Et ça, c'est un problème de rapport de force entre l'Europe et les États-Unis. On ne dit pas que ce n'est pas nos partenaires, ce sont nos partenaires. On a tous des processeurs Intel, des processeurs AMD, il y a du logiciel américain chez tout le monde, tout comme ils ont du logiciel français. À ma connaissance, le FFmpeg et VLC sont utilisés par le monde entier. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Le fait qu'il y ait de la collaboration n'est pas un problème. La capacité, c'est le rapport de force. Et là, on perd dans le rapport de force. Et en plus, ce qui, moi, me fait mal, c'est qu'en fait, on perd de la même façon qu'on a perdu une partie de notre industrie. Quand on regarde la désindustrialisation, l'impact, c'est de dire, mais on ne sait plus faire, parce qu'on n'a plus les capacités de stock, de composants et de sous-traitants, et parce qu'on n'a plus les gens qui savent faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a pris toute une activité et qu'on l'a sortie. C'est ça, donc le message politique pour vous, il a vraiment un impact aussi sur la réindustrialisation de la France et en l'occurrence sur le cloud. De dire que la bataille n'est pas perdue, c'est majeur pour des acteurs comme vous. Je continue avec mes questions de qui pourrait et qui ne pourrait pas. Un acteur français comme OVH par exemple, OVH Cloud. C'est un acteur français. Ils créent leur propre technologie, ils font des choses tout à fait pertinentes. Moi, au contraire, c'est même une pépite française et ils ont fait des très bons produits. Est-ce que vous êtes en discussion aujourd'hui ? Bien sûr qu'on parle tous, on se parle tous. Bon, très bien. Juste pour reprendre... Je voulais aussi vous poser la question, juste pour qu'on comprenne bien quel est le périmètre de Qlidia. Vous êtes des personnalités, je disais, du libre, vous travaillez avec du logiciel libre. Est-ce que ça aussi, c'est une condition sine qua non, faire partie de Qlidia ? Ça n'est pas une condition sine qua non, certainement pas. Il y a à peu près, on va dire, la moitié, une petite moitié d'acteurs à l'heure actuelle, mais ça peut changer avec de nouvelles admissions, qui sont des acteurs de l'écosystème du libre et je dirais une grosse moitié qui sont des acteurs qui utilisent, parce que tout le monde à l'heure actuelle, quand on fait du logiciel, on va utiliser forcément à un moment donné des composants de logiciel libre, mais pas forcément de manière, pas forcément à 100% ou pas forcément en étant soi-même éditeur de solutions logicielles libres. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu effectivement de contrôle sur les technologies, comme vient de l'évoquer Quentin, et que le logiciel libre est une façon effectivement de rendre les rapports de force peut-être plus harmonieux, à condition de s'impliquer aussi dans les communautés qui développent du logiciel libre. Parce que le libre, c'est pas européen, enfin ça n'a pas forcément de nationalité même. Mais il y a des projets du libre qui ont leur centre de gravité plus en Europe, et il y en a d'autres qui ont leur centre de gravité plus en dehors d'Europe. Donc, Qlidia va quand même avoir tendance à privilégier les projets qui ont une assise plus forte ou qui sont portés par des fondations ou par des acteurs, des éditeurs, des acteurs privés européens. Et alors, cette mise en lumière donc, des acteurs européens du cloud, elle a quel objectif ? Est-ce que c'est pour porter des demandes auprès, justement, des États membres très concrètes de soutien de ces PME ? Quel est l'objectif recherché ? Il y a des demandes très concrètes. D'abord, c'est visibilité. On est d'accord. Faire comprendre que tout existe déjà en Europe et parfois même avec plusieurs années d'avance sur ce qui vient des États-Unis notamment. Deuxièmement, effectivement, c'est faire travailler les gens ensemble sur des offres et forcément que ces offres, elles soient reconnues
par le marché, donc que ce soit au niveau de la commande publique ou au niveau de la commande privée. Après, au niveau reconnu, c'est-à-dire précisément que les gens les connaissent déjà, dans un premier temps. Donc c'est créer aussi un annuaire, finalement. Les considèrent dans les appels d'offres, et puis au final, qu'il y ait un certain nombre d'appels d'offres qui soient gagnés par ces offres technologiques. Et le troisième point, c'est effectivement en termes de politique publique et notamment de soutien à cette filière européenne du cloud, eh bien, la commande publique a un rôle à jouer, un rôle d'exemple. Et nous, on appelle à ce qu'on appelle soit un Small Business Act, soit un Buy European Act, soit un mélange des deux, en tout cas un mécanisme qui favorise, par exemple dans le domaine du cloud computing, peut-être dans d'autres domaines, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cloud computing, qui favorise l'achat aux PME européennes. Après, je pense qu'il y a même un système de quotas. Par exemple, ce Buy European Act ou ce Small Business Act européen pourrait s'incarner avec un quota, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une obligation si on veut faire changer les habitudes des acheteurs. Et ça a eu un certain écho, y compris auprès du MEDEF. Tout à fait. De manière générale, on ne peut pas reprocher au pouvoir public de dire mais on ne connaît pas les gens du cloud européen, parce qu'en fait, ils étaient difficilement identifiables. Je pense que Clydia apporte aussi un rôle qui est d'être un interlocuteur, parce que comment est-ce qu'on pourrait imaginer que la puissance publique soit capable de travailler une stratégie de reconquête industrielle sur le cloud si elle n'a pas d'interlocuteur pour matérialiser en fait l'existence. Et je pense que ça recoupe quelque chose de plus large dans le numérique, qui est un problème de constitution de la filière, parce que c'est un marché qui a émergé à toute vitesse, et on a une filière qui n'est pas très bien structurée, comme peuvent l'être des industriels de la pharmacie ou des industriels de la métallurgie, qui ont des structures très bien en place, qui gèrent leur formation, qui gèrent leur diplôme, qui gèrent leur capacité ou pas à absorber des travailleurs. Cette constitution de filière dans le numérique n'est pas encore très bien faite, et fait que je pense le pouvoir public avait aussi des manques d'interlocuteurs, et je pense que c'est une des choses qu'on apporte avec Clydia, c'est commencer à apporter des interlocuteurs, commencer à structurer une filière. Parce que ce qu'il ne faut pas... Quand les gens pensent à numérique, ils pensent un peu à Matrix. Vous avez un monde réel et un monde virtuel. Et puis le numérique, c'est le monde marrant des gens qui font du virtuel. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. La révolution industrielle de la mécanisation, c'est le moment où on a pris un moteur et on a remplacé le muscle humain. Le moment où on fait la révolution industrielle du numérique, en fait, c'est le moment où on remplace le cerveau humain. Et donc, en fait, ne pas miser sur cette révolution industrielle, c'est ne pas être un acteur de la révolution industrielle du 21e siècle, qui est la révolution industrielle majeure de notre économie. C'est juste, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer à côté, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on ne va pas faire de soft. C'est pas grave, on va l'acheter ailleurs. C'est là qu'est la croissance, c'est là qu'est le futur business. Donc, on ne peut pas s'en passer. Il y a eu aussi un soutien, alors par la voix de Mathieu Weil, mais de la Direction générale des entreprises. Est-ce que les discussions entre Clydia et le gouvernement en place avant, est-ce qu'il y a des choses qui progressent pour justement avoir une meilleure visibilité des offres cloud européennes, on a évoqué porter une doctrine un peu différente de celle actuelle? On a évoqué effectivement cette mission d'étude et cet annuaire à venir de l'offre européenne. C'est évidemment une des composantes, et ça va être soutenu effectivement par le ministère de l'Industrie. Après, ce qui est clair, c'est qu'on veut faire changer les mentalités. On veut que les gens ils se disent pas automatiquement le cloud, ça ne peut être qu'Amazon ou ça ne peut être que les GAFAM. Il faut que, dans l'esprit des gens, le cloud, ça devienne aussi une offre européenne et qu'on ne soit pas dans le choix par défaut de la solution américaine, comme on a pu l'entendre dans la bouche de certains décideurs politiques. Et ça veut dire qu'il faut faire ses preuves aussi. Parce qu'on entend aussi des grandes organisations nous dire moi, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, et finalement, je m'aperçois que je suis obligée de passer par les Américains ou les Asiatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les offres les plus conséquentes. Oui, mais il y a cette question quand même de preuves. Alors, il y a la question de preuve et la question du modèle d'achat. Il y a un marketing d'abord, des puissances marketing qui sont face aux concurrents européens qui ne sont pas négligeables, mais je pense qu'il y a un des modèles qui est, aujourd'hui, le cloud est devenu dans l'achat
quelque chose où on achète un catalogue. Un peu comme quand on est fabricant industriel et qu'on achète en tant qu'un distributeur qui va nous fournir 85 000 références. Parce qu'en fait, à un moment donné, on a besoin de références. Et en fait, de plus en plus, le cloud computing est devenu un jeu de catalogue. Et je pense que et c'est ce que j'expliquais sur la capacité des industriels européens à avoir des industriels d'agrégation, des assembleurs, comme on a en industrie, cette capacité en fait à fournir des catalogues complets. Et je pense que c'est là-dessus que à la fois Gaia X et à la fois Euclidia essayent de travailler, c'est donner une visibilité sur un catalogue complet qui permette aussi de simplifier cette relation-là. Et je pense que ça va mettre de l'huile. Et après, il y a un autre truc, c'est un marketing démentiel face à nous, où parfois les recherches, elles ont été beaucoup orientées. Marketing et stratégies d'influence qui sont malheureusement assez difficiles, du lobbying auprès de décideurs, qu'ils soient politiques ou industriels. Mais c'est pour ça que Euclidia existe. Encore une fois, ça crée un interlocuteur. Écoutez, vous venez au moins de faire la preuve dans Smartech que la bataille du cloud européenne souveraine indépendante n'est pas perdue. Merci beaucoup à tous les deux. Quentin Adam, cofondateur, président de Clever Cloud, et Stéphane Fermigier, fondateur et patron de Abiliant, porte-parole de Euclidia. Juste après la pause, on se retrouve pour parler encore de la protection des données personnelles avec ces grands enjeux qui nous attendent en 2022.